Bonjour à tous et bienvenue dans ce didacticiel sur la diplomatie dans Europa Universalis 4. Donc la diplomatie sera un point extrêmement important durant votre partie, car sans la diplomatie vous allez très rapidement vous retrouver isolé, seul, sans être capable de vous défendre ou même d'attaquer quelqu'un, sans subir une défaite complète, etc. Donc la diplomatie, ça va utiliser principalement les diplomates. Donc les diplomates, de base, vous en avez deux, et en fonction de certains bonus, des idées ou d'autres choses, vous pouvez en avoir des supplémentaires. Par exemple, si vous avez un pays qui est de classe royaume, c'est le deuxième rang des pays, vous avez éventuellement un diplomate supplémentaire, ce qui est le cas là avec la France. Donc les diplomates, ce qui est bien, c'est de les afficher dans le système qui s'appelle raccourci pour voir qu'est-ce qu'ils font et quand est-ce qu'ils sont disponibles. Tout d'abord, on peut voir sur l'écran diplomatie notre pays. Donc attention, si vous avez sélectionné un autre pays, par exemple là j'ai sélectionné l'Angleterre, le moyen pour retourner à votre pays, c'est de faire un clic droit sur votre pays. Donc là, voilà. Ou d'appuyer ici sur ce petit icône en bas de l'écran pour revenir à votre pays. Au cas où vous vous perdez, c'est très utile d'y revenir. Donc quels sont les points importants de cet écran pour la diplomatie? Donc quand vous êtes sur vous, les points importants c'est celui-ci qui est les relations diplomatiques, qui vous dit combien de relations diplomatiques vous avez et quelles sont les relations diplomatiques qui sont actuellement en cours. Donc là par exemple on a 4 relations diplomatiques possibles, dont une c'est on est en train de garantir l'Écosse. Si vous avez une alliance, ça vous coûtera une relation diplomatique. Si vous avez un mariage royal, ça vous coûtera une relation diplomatique. Point très important, c'est une relation diplomatique par pays. Donc si vous êtes en train de garantir un pays, vous êtes allié avec lui, vous avez un mariage royal avec lui, ça ne comptera que pour une relation diplomatique. Donc il ne faut pas avoir peur d'aller proposer encore plus d'offres à ceux avec qui vous avez déjà des relations parce que ça vous ne coûtera rien de plus. Ensuite, on a la réputation diplomatique. La réputation diplomatique, ça va montrer aux autres pays à quel point vous êtes bon diplomate. Donc plus cette valeur est élevée, plus vous serez bon diplomate et plus les nations seront enclins à accepter des propositions qu'autrement ils n'accepteraient pas. On va voir des cas où ça montre l'utilisation de ces points ou pas. Ensuite, on a éventuellement un bonus d'amélioration de relations. En fait, vous pourrez envoyer vos diplomates chez les autres nations pour améliorer vos relations. Et donc, selon ce bonus, ça va améliorer plus rapidement ou pas. Voilà ce qui est vraiment intéressant pour la partie diplomatie de votre pays. Parce que une fois qu'on sera sur un autre pays, il y aura d'autres éléments plus intéressants dans les stats. Bien évidemment, qui dit diplomatie et campagne de guerre et tout ça, dit aussi rivaux. Donc vous voyez la liste de vos rivaux ici, donc ça c'est les personnes qui nous ont désignés nous comme rivaux, et en dessous nous avons les personnes que nous voulons désigner nous comme rivaux. Donc qu'est-ce que ça fait de choisir un rival? Donc c'est indiqué exactement ici. Donc on augmente en fait les relations avec tous les autres rivaux de ces nations. Voilà. On a un bonus en prestige pour les combats, on n'a pas de pénalité contre eux si on fait un embargo, et on a des bonus à l'espionnage et réduction du coût diplomatique pour prendre des provinces qu'ils possèdent. Donc il faut faire très attention dans le choix parce que ça va énormément affecter vos relations avec les nations. Donc si par exemple actuellement on a 3 rivaux et on décide de prendre 3 rivaux complètement différents, on va mettre 3 autres nations contre nous parce que on va diminuer leurs opinions et donc ça va être un peu plus difficile.
Alors que choisir les mêmes, ça va limiter la casse parce qu'on va pas vraiment avoir beaucoup d'autres rivaux ou de personnes qui vont qui vont pas trop nous aimer parce qu'on va pas diminuer volontairement les opinions de personnes qui nous aiment déjà. Mais par contre, peut-être que ce ne sont pas les cibles qu'on veut viser. Donc, il faut faire un choix. Donc le choix se fait assez facilement, il suffit de cliquer sur un des blasons noir et rouge et on a le choix des rivaux possibles avec à chaque fois leur opinion actuelle sur la gauche, une petite idée de leur puissance militaire, donc terrestre et maritime. Par exemple, l'Angleterre a 153% de troupes en plus que nous, de bateaux de plus que nous, alors qu'ils ont 16% d'armées de moins que nous. Donc, en fonction de votre puissance, vous allez choisir un rival plutôt qu'un autre, sachant quand même que les rivaux proposés sont à peu près de la taille de votre pays. Il vous proposera jamais de rivaliser la France si vous jouez une petite nation qui a une seule province. Donc ça, il n'y a pas de souci. Finalement, en dessous, vous avez un récapitulatif de tous les accords passés par la nation et qui sont actuellement actifs. Donc, par exemple, nous avons un casus belli de reconquête contre l'Angleterre et nous sommes en train de garantir l'Écosse. Ça, c'est pour nous. Sur la partie droite, vous avez la liste de toutes les nations que vous connaissez, avec à chaque fois l'opinion de la nation sur vous et l'opinion de vous sur la nation. Donc il faut faire attention, c'est à deux sens. C'est la nation vous aime et vous aimez la nation. C'est pas parce que vous aimez la nation que l'autre nation va vous aimer. Donc faites très attention à ça, vous pouvez avoir des décalages énormes qui peuvent poser des soucis à gauche à droite. Par exemple, quand vous rivalisez une nation, la nation, donc si on cherche le Danemark, on a même un système de recherche, le Danemark, il nous aime lui à 75, donc moins 100 parce qu'on est rival et moins 25 et plus 25 parce qu'on a la même religion. Par contre, nous, on les aime à moins 25 seulement parce qu'on a plus 25 de la même religion et moins 50 parce qu'on a des relations hostiles avec eux. Voilà. Vous pouvez trier avec des groupes un peu plus restreints, donc les voisins, les ennemis, donc c'est ceux qui vont rivaliser, les amis, c'est ceux qui ont des très bonnes relations ou vos alliés, et éventuellement les autres joueurs, s'il y a d'autres joueurs humains dans la partie. Finalement, vous avez un truc effacé pour effacer tous les filtres possibles. Ensuite, vous avez un truc pour afficher les attitudes diplomatiques. Donc, cet élément-là va vous permettre en fait de signifier à l'ensemble du monde quelles sont les provinces que vous visez ou que vous convoitez. Donc si je fais un clic droit sur la province, oups, s'il te plaît, clic gauche, excusez-moi. En faisant un clic gauche sur la province, je la fais passer en rouge et d'une certaine manière, je dis au monde entier, je veux cette province. Donc c'est vraiment un signe fort du fait que vous voulez les provinces. Donc si par exemple vous êtes dans une guerre avec un allié, commencez par un allié, et que cet allié veut faire la paix, s'il veut vous donner du territoire, il va généralement en priorité choisir ceux que vous avez désignés comme provinces d'intérêt pour vous. Bien évidemment, l'intelligence artificielle fera à peu près la même chose, et ce qui se passera, c'est que ces provinces d'intérêt vont diminuer vos relations avec cette nation si c'est des provinces que vous possédez. Par exemple, je pense que si je prends l'Angleterre, voilà, donc là on voit les provinces d'intérêt de l'Angleterre, et bien évidemment, parce que tout est rouge, il veut nos provinces, moins 131%. Voilà. Donc ça c'est la partie quand on s'occupe de nos relations. Voilà. Maintenant on va s'occuper des relations vers l'extérieur. Donc pour ouvrir simplement le système diplomatique d'une autre nation, le plus simple c'est de faire un clic droit sur la nation que vous voulez, avec laquelle vous voulez faire des relations diplomatiques. Aussi simple que ça. Vous voyez
l'opinion du pays par rapport à vous, votre opinion par rapport à elle, donc très intéressante. Vous pouvez voir ici plusieurs statistiques de son pays. Donc parmi les plus intéressantes, il y a les technologies, la stabilité du pays, son prestige, ses idées avec ses bonus. Si par exemple il a pris une idée militaire, vous verrez les idées militaires. Et vous verrez aussi ses bonus nationaux, donc la tradition anglaise, morale navaux et efficacité de l'embargo. Vous avez quelques autres points comme la vitesse d'envoyer les émissaires, le revanchisme, les nombres de points qu'ils ont, le niveau du réseau d'espionnage que vous avez dans ce pays, les cultures et les politiques éventuelles du pays. Donc, vous allez rarement regarder ça, vous allez plutôt regarder quel est le niveau technologique actuel du pays pour donner un peu une idée de ils sont en avance, ils sont en retard, je vais pouvoir les exterminer ou ils vont m'exterminer parce que je suis en retard. Ici, on a la même chose qu'avant, on a ses rivaux, enfin, ceux qui l'ont déclaré rivaux et ses rivaux à lui. Et on a le résumé de toutes ses relations diplomatiques actives. Finalement, sur la droite, on a toutes les options diplomatiques disponibles qui sont par catégorie. Donc on a toujours en catégorie seule l'option de déclarer la guerre. Donc on verra dans un tutoriel sur les campagnes, les guerres et les sièges, comment ça se passe et qu'est-ce que vous avez à choisir dedans. Ce sera un peu à part. Vous avez les options d'alliance. Donc la première option, c'est former une coalition. Donc si une nation grossit trop rapidement, elle va générer ce qui s'appelle de l'expansion agressive. Donc ça va diminuer les relations avec les nations voisines. Et une fois atteint un certain seuil, qui est de 50, les nations peuvent déclarer une coalition contre la nation qui a ces 50 points d'expansion agressive. Ce qui se passera dans une coalition, c'est que tous les membres de la coalition entreront en guerre si un des membres de la coalition l'attaque ou se fait attaquer par le pays. Donc c'est très puissant pour essayer de restreindre un pays très fort. L'intelligence artificielle va rarement aller avoir trop d'expansion agressive. Donc normalement, dans une partie, un joueur, vous aurez très rarement à l'utiliser. Ce sera peut-être utile en multijoueur si un joueur grossit trop, que vous voulez former une coalition sans vous allier vraiment aux autres joueurs. Vous pouvez utiliser cette option. Vous avez ensuite l'option d'offrir une alliance. Donc offrir une alliance, ça va vous allier à l'autre pays, qui fera que quand vous serez attaqué, vous pourrez l'appeler pour vous défendre. Il sera appelé automatiquement, bien évidemment. Et si vous attaquez, vous pourrez éventuellement lui demander de rejoindre votre attaque. Pour rejoindre votre attaque, il faudra soit qu'il ait 10 points de faveur à vous accorder. Ça se gagne avec le temps quand vous êtes allié. Ou alors que vous lui promettiez et qu'il accepte de recevoir du territoire de la cible. Donc en fonction de la nation et des relations entre les différentes nations, il acceptera peut-être des terres ou pas. Hein. C'est pas obligé. Par exemple, si on joue avec l'Angleterre et qu'on attaque l'Autriche, il n'y a aucune raison que l'Angleterre veuille du territoire autrichien, donc elle refusera. Ensuite, on a l'option de proposer une compagnie. En fait, c'est on va donner au pays une de nos armées contre de l'argent. Donc celle-là, je peux la prendre. Donc je peux sélectionner quelle armée je veux. Je peux dire combien il va payer et lui proposer. Donc après, il acceptera ou il acceptera pas. Donc c'est un bon moyen en temps de paix de gagner de l'argent avec vos armées au lieu d'en perdre tout simplement parce que votre armée fait rien et qu'elle vous coûte de l'entretien. Ensuite, nous avons l'onglet Influence. Donc dans l'onglet Influence, nous allons pouvoir faire tout ce qui est en rapport avec l'influence et la puissance de notre pays. Donc le premier, c'est imposer la paix. Donc si vous avez deux nations qui se battent, dont une que vous aimez bien, vous pouvez demander à celle que vous aimez pas, globalement, de faire la paix.
vous lui dites faites la paix blanche, et si elle refuse, vous entrez en guerre à côté de la nation que vous supportiez. Donc ça permet d'empêcher une nation que vous n'aimez pas de grossir sur une nation que vous aimez ou que vous voulez protéger. Le seul point à faire attention, c'est qu'il faut que vous ayez des bonnes relations avec la nation que vous voulez aider. Donc c'est pas toujours évident d'avoir l'option disponible et qui fonctionne. Ensuite, on a l'option de proposer la vassalisation. Donc proposer la vassalisation, c'est on va demander au pays s'il veut bien être notre vassal. Donc s'il accepte la proposition, il deviendra notre vassal. Pour qu'il devienne notre vassal, il y a, pour qu'on puisse ne serait-ce que demander, il faut 3 conditions. Donc avoir une alliance, avoir des relations d'au moins 190 et que le pays soit en paix. Donc c'est assez simple à réaliser normalement. Il y a plein de moyens pour augmenter les relations, faire des alliances, faire des mariages royaux, améliorer les relations, envoyer des cadeaux d'argent. Bref, il y a plein de solutions. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle accepte. Le tic vert ou la croix rouge va vous dire si elle accepte ou si elle accepte pas. Donc là, Navarre accepterait. Donc on voit les raisons pour lesquelles elle accepterait. Donc économiquement, la France est supérieure. La France est amicale. Notre réputation diplomatique nous rapporte plus 6. Donc ça, si vous vous souvenez, c'était cet élément-là dont je vous avais parlé. Donc on peut voir que tous les points de réputation diplomatique, ça offre 3 points pour accepter la vassalisation. Donc, par exemple, ça peut être super intéressant. Finalement, on a une puissance militaire importante, ça donne des points, et Navarre a un rang politique important qui fait que ça fait moins 10. Donc ils accepteraient. Si je prends par exemple Aragon, eux ils refuseraient parce que Aragon a ses propres dépendances et son niveau de développement est très élevé. Voilà, donc en fonction des pays, ils accepteront ou ils accepteront pas. Il vous suffit de voir cette croix-là pour savoir s'ils accepteraient ou ils accepteraient pas, pour ne serait-ce que vous lancer dans l'objectif d'atteindre les différentes objectifs pour pouvoir proposer la chose, c'est-à-dire l'alliance, la relation au-dessus de 190 et ainsi de suite. Ensuite, on peut faire un protectorat. Les protectorats, c'est un peu comme les vassalisations, sauf que c'est pour les nations, on va dire, sous-développées. Donc ça sera généralement des protectorats en Afrique. Donc globalement, vous lui dites je te protège et en échange, tu vas me donner, c'est un peu d'argent ou quelque chose comme ça. La différence entre un vassal et un protectorat au niveau d'alliance, c'est que quand vous déclarez la guerre, un vassal viendra automatiquement à la guerre, alors qu'un protectorat non. Par contre, si le protectorat se fait attaquer, vous allez défendre le protectorat. Point très important à noter. Devenir un protectorat, c'est l'inverse de faire un protectorat. C'est vous dites à la nation, s'il te plaît, je veux devenir, je veux que tu me protèges, je veux devenir ton protectorat. Garantir l'indépendance, vous pouvez le faire normalement sur quasiment n'importe quelle nation, sauf les nations vraiment très riches. Ce que ça fait, c'est que si quelqu'un déclare la guerre à la nation, vous êtes automatiquement appelé à la guerre et vous pouvez dire je vais le protéger ou pas. Donc en fait, c'est pour éviter qu'une nation aille manger une autre nation. Donc par exemple, c'est ce que la France fait au début de la partie sur l'Écosse. On garantit l'Écosse pour éviter que l'Angleterre ne conquiert l'Écosse et devienne plus puissante grâce au territoire écossais. Ensuite, vous pouvez envoyer un avertissement à un pays. Envoyer l'avertissement va globalement lui dire si tu vas à la guerre, je te casserai la gueule. C'est à peu près ça l'idée. Donc si une fois que vous avez envoyé l'avertissement, le pays part en guerre, vous aurez un casus belli pour déclarer la guerre à ce pays. Donc, encore une fois, on verra quels sont les casus belli et quelles sont leurs utilités dans un tutoriel sur les campagnes de guerre et les sièges.
Mais ça, c'est une option pour avoir un casus belli sur ceux qui feraient une guerre une fois qu'on l'a fait. Ensuite, on peut menacer un pays de guerre, pardon. Donc, si vous avez des revendications sur un territoire, donc, par exemple, on peut prendre l'Angleterre. Bien évidemment, ma date de départ est pas gentille pour moi. Je peux dire au pays, donne-moi ce territoire, sinon je te déclare la guerre. Donc c'est une manière un peu, on va dire, pacifiste, hostile, de récupérer du territoire. Donc vous avez une grosse armée, vous avez en vue un territoire d'un petit pays. Au lieu de faire une grosse guerre qui va épuiser votre armée, des choses comme ça, vous lui dites donne-moi ce territoire ou je te fais la guerre. Donc soit il acceptera, soit il refusera. S'il accepte, vous récupérez le territoire sans aucune guerre, ce qui est parfait, génial, c'est la fête. S'il refuse, vous déclarez la guerre et vous n'avez plus qu'à l'envahir pour le territoire que vous vouliez, voire plus. Donc voici les options d'influence. Ensuite, on a les options de relations. Donc les relations, on peut faire deux choses. Le premier, c'est améliorer les relations. Donc vous allez envoyer votre diplomate pendant une longue période et il va augmenter les relations jusqu'à plus 100 points. Alors attention, c'est pas l'opinion résultante sera 100, c'est il donnera plus 100 à la somme des éléments d'opinion. Donc par exemple ici ça va juste compenser le moins 100 de rival, donc ça ne donnera pas énormément au final. À cause du fait qu'il vaudra toujours nos provinces, qu'il aura toujours la légitimité, et ainsi de suite, il sera toujours à moins 130 et des brouettes. Voilà. On peut envoyer des insultes, donc ça donnera une raison de partir à la guerre à l'autre pays, donc l'autre pays aura des raisons d'aller à la guerre contre nous, et si c'est contre un de nos rivaux, ça va nous donner de la démonstration de force. On verra ça une autre fois, qu'est-ce que c'est, mais si c'est un rival, c'est un bon moyen de gagner de la démonstration de force. Ensuite, on a les relations dynastiques, donc c'est faire un mariage royal avec le pays. Encore une fois, vous avez l'indicateur s'ils accepteront et pourquoi ils accepteraient ou pas. Donc le mariage royal, ce que ça va faire, c'est que ça va améliorer les relations avec votre pays. Ça va augmenter la légitimité progressivement de votre monarque. Alors initialement, ça va la baisser. Alors tu veux bien aller sur Navarre. Voilà. Initialement, ça va baisser la légitimité de 2 points dans notre cas. Et par contre, ça va l'augmenter de 0,10 par an. Donc au bout de 20 ans, ça sera remboursé. Ensuite, ça va améliorer les relations. Et ça va augmenter nos chances d'avoir un héritier. Donc ça peut être très intéressant à faire. De plus, si les nations n'ont pas d'héritier légitime, faire un mariage royal peut faire en sorte que votre roi prenne possession du pays. Alors, c'est une possibilité avec une chance faible, mais c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est que votre roi, enfin un membre de votre dynastie prenne possession du pays. Donc c'est un membre de la dynastie, donc ça ne sera pas relié directement à vous. Il peut y avoir des guerres de succession entre deux pays pour prendre le pays cible. Et je pense que c'est à peu près tout. Bien évidemment, ce n'est pas parce que vous avez un mariage royal que c'est vous qui le prendrez, le pays. Pour tous les mariages royaux, il pourrait y avoir une solution différente. Pour voir ce qui se passerait, il suffit de mettre la souris sur le dirigeant actuel et on voit ce qui se passerait. Donc si aujourd'hui, maintenant, le roi de Navarre mourrait, il y aurait une guerre de succession entre la Castille et Aragon. Parce que Aragon et la Castille sont de la même dynastie que Navarre actuellement. Voilà. Donc bien évidemment, plus il y a de mariages royaux avec la nation, plus c'est complexe et il y a des possibilités différentes qui peuvent arriver. Réclamer le trône, c'est une action que vous pouvez faire si
vous êtes en mariage royal et que votre dynastie est sur le trône. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez réclamer le trône, ce qui vous donnera un casus belli pour unir les deux couronnes. Donc en gros, si vous gagnez la guerre après, vous prendrez le contrôle des deux pays. Alors au début ils seront séparés, il faudra les réunir plus tard. Voilà. Les actions clandestines. Donc tout d'abord, Paradox n'a pas fait un super effort dans les traductions, donc il y a encore des trucs non traduits. Alors, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Donc tout d'abord, une bonne partie de ces options ne sera pas disponible parce qu'elles sont à débloquer avec l'idée d'espionnage. Donc vous pourrez voir le tutoriel sur les idées. Donc c'est ce lot de la doctrine d'espionnage qui va débloquer plusieurs de ces actions, comme étudier les technologies, ternir la réputation, calomnier les marchands, saboter le recrutement, semer la discorde, encourager la liberté, et ainsi de suite. Donc toutes celles-là se débloqueront avec la doctrine d'espionnage. Mais il y a tout de même quelques options qui sont disponibles sans. Donc la première option qui sera pratiquement votre option favorite est tout simplement de construire un réseau d'espions dans la nation. Donc construire un réseau d'espions dans la nation, ça va augmenter petit à petit votre réseau d'espionnage. Donc au fur et à mesure du temps, chaque mois, ça va augmenter d'un certain pourcentage en fonction de la distance, de votre efficacité d'espionnage et d'autres bonus à gauche à droite. Donc en confirmant, vous allez envoyer votre espion qui, vous voyez, actuellement on est à 0 sur 0 et on progresse de 1,25 par mois. Une fois que vous avez acquis un certain nombre, une certaine valeur dans ce réseau d'espionnage, les options en dessous se débloqueront. L'option la plus intéressante au début pour progresser, c'est généralement fabriquer une revendication. Une fois que vous avez atteint 10 points dans votre réseau d'espionnage, vous pouvez fabriquer une revendication sur une province proche de vous. Donc soit il faut qu'elle soit collée à votre nation, soit il faut qu'elle soit à une mer de distance, si je ne me trompe pas. Et avec cette revendication, vous pourrez partir à la guerre pour récupérer ce territoire. Tout simplement. Donc c'est la manière la plus facile de créer des raisons pour partir à la guerre et prendre du territoire. Vous avez aussi l'option de contre-espionnage. On va aller à un endroit où j'ai pas envoyé de diplomates. En fait, le contre-espionnage, ça va tenter de trouver ceux qui sont en train de faire des réseaux d'espions contre vous. C'est pour éviter que une nation fasse des revendications contre vous et parte à la guerre pour prendre votre territoire. Bien évidemment, et c'est là où le bas blesse, c'est qu'il faut choisir quelle nation on veut contre-espionner. C'est pas un contre-espionnage global. Donc attention et choisissez bien les cibles à contre-espionner. Ensuite, il y a pas mal d'options. Donc par exemple, on veut supporter les rebelles, voler les cartes, causer un conflit commercial, tenter de déstabiliser le pays, saboter, infiltrer, et ainsi de suite. Tout ça se débloque avec les doctrines d'espionnage et feront certaines actions. Normalement, c'est assez clair ce qu'elles font, et malheureusement, je n'ai pas débloqué les doctrines d'espionnage pour vous les montrer et vous dire ce qu'elles font chacune. Ensuite, on a les options économiques. Donc la première option, c'est de transférer la puissance commerciale. Donc ça veut dire que vous donnerez 50% de votre puissance commerciale au pays. Enfin, c'est plutôt l'inverse. C'est vous demandez au pays de vous transmettre 50% de sa puissance commerciale. Donc, bien évidemment, les nations commerciales vont rarement accepter. C'est souvent parce que vous êtes plus puissant que l'autre et qu'il a peur de vous que il va accepter de vous donner sa part de commerce. Donc, point très important, si vous voulez vraiment jouer commercial, vous pouvez essayer de demander aux nations de vous transmettre leur capacité commerciale, leur puissance commerciale pour faire plus de commerce. Par contre, c'est difficile. Par exemple, là,
parce qu'on ne garantit pas l'indépendance d'Aragon, on a moins 50 par exemple. Donc, faut voir comment est-ce que vous pouvez gagner des points et faire en sorte qu'ils acceptent. Bien évidemment, ça va aussi vous coûter une relation diplomatique, donc c'est pas forcément super gagnant si à côté vous pouviez avoir une alliance. Ensuite, vous pouvez imposer l'embargo. Donc imposer l'embargo, ça va diminuer la puissance commerciale de la nation dans tous les nœuds où vous avez de la puissance commerciale. Et ça va la diminuer en fonction de votre puissance commerciale. Donc si vous êtes extrêmement puissant dans un nœud, la nation que vous avez, sur laquelle vous avez fait un embargo va perdre énormément de puissance. Si vous avez un nœud avec très peu de puissance, elle va perdre très peu de puissance. Donc c'est pas forcément des plus intéressants à faire si vos centres commerciaux et nœuds commerciaux sont totalement à l'opposé, parce que ça n'aura aucun effet. Point très important, si vous imposez un embargo, ça va vous faire des malus commerciaux si la cible n'est pas un rival. Si la cible est un rival, vous pouvez vous en foutre, vous pouvez faire des embargos sur tous vos rivaux. Par contre, sur les autres nations, ça va causer des problèmes, ça va diminuer votre efficacité commerciale, qui n'est pas génial parce que au lieu de gagner du commerce en faisant l'embargo de la nation, vous allez en perdre. Alors, dans certains cas, ça peut être rentable, mais je le déconseille. Ensuite, vous pouvez faire un don d'argent. Donc, quand vous cliquez dessus, vous pouvez choisir combien vous voulez donner. Et en fonction de la somme que vous donnez, vous allez améliorer les relations avec la nation. Bon, assez simple. Vous pouvez accorder un prêt à la nation. Donc, si la nation manque de sous, vous pouvez lui dire je te fais un prêt avec tel taux d'intérêt pendant X années. Alors, point important à voir sur les prêts, c'est que je crois que j'ai jamais vu une seule nation de l'intelligence artificielle accepter un prêt. Donc déjà, c'est pas gagné pour faire un prêt avec l'intelligence artificielle. Avec les joueurs, vous pouvez peut-être faire des prêts comme ça. Le point intéressant des prêts de cette manière, c'est que ça ne compte pas comme un emprunt à la banque qui, lui, cause de l'inflation et vous en avez un nombre limité. Là, vous pouvez vraiment vous lâcher, en faire des centaines, proposer des milliers d'argent si ça vous fait plaisir. Ça ne posera pas des soucis d'inflation ni de maximum d'emprunt possible. Ensuite, vous pouvez verser des subsidies. C'est tout simplement, vous dites, chaque mois, je te verse une certaine somme d'argent. Donc ça peut par exemple servir à... vous voyez une nation plutôt de taille moyenne qui affronte un de vos gros adversaires. Vous pouvez lui donner de l'argent pour essayer de l'aider dans sa guerre. Pour qu'il fasse le plus de mal possible à la grosse nation pour l'aider. Vous pouvez vendre une province à une autre nation, si ça vous fait plaisir. Donc vous sélectionnez la nation et vous sélectionnez le prix auquel vous voulez la vendre. Donc en fonction du prix, elle acceptera ou elle acceptera pas. Point positif, ça vous donne de l'argent. Point négatif, ça vous fait perdre une province. Donc, après, il faut choisir. Et après aussi du prestige. Vous pouvez vendre une flotte. Donc si vous avez des flottes et que vous en voulez plus, vous pouvez essayer de les vendre. Et finalement, si le pays possède plus de cartes que vous, donc il connaît plus de provinces, vous pouvez lui demander de partager ses cartes. Donc vous gagnez des provinces connues en plus, lui il gagne du prestige parce qu'il a partagé les cartes avec vous. Voilà. Finalement, vous avez les requêtes d'accès, donc vous avez demandé l'accès militaire, qui à son compatriote offrir l'accès militaire. Et de même demander le mouillage et accorder le mouillage. Voilà. Donc demander l'accès militaire va, s'il accepte, vous autoriser à déplacer vos troupes à l'intérieur de son territoire. Attention, en cas de guerre, votre adversaire a aussi le droit de traverser tous les territoires auxquels vous avez droit à l'accès militaire. Donc faut pas vous dire je vais déclarer la guerre au Portugal, je vais demander à la Castille d'autoriser mes troupes pour passer et je peux me tourner les pouces, le Portugal ne pourra pas venir si la Castille ne donne pas les droits. Si vous avez le droit de passer, vos ennemis ont le droit de passer. Donc très important à faire attention. Le droit de mouillage, attention, de mémoire, ça coûte de l'argent tous les mois.
Donc là par exemple, si l'on veut stationner nos bateaux dans les ports d'Aragon, on devra payer à Aragon 1,3 ducat par mois. Donc c'est pas gratuit, il faut faire un peu attention. Ensuite, un point que j'ai pas parlé, on va passer sur Aragon pour le montrer. Donc quand vous avez un vassal ou une union personnelle, donc union personnelle ça se fait à la mort d'un monarque, si il n'y a pas d'héritier et que vous êtes en mariage royal, vous pouvez obtenir une union personnelle. Vous pouvez aussi la forcer à travers une guerre. Et s'il y a une union personnelle ou un vassal que vous possédez, les options de vassalisation, protectorat vont se transformer en intégré ou annexé, en fonction de si c'est une union personnelle ou un vassal. Donc union personnelle c'est intégré, un vassal c'est annexé. Ce que ça fait, c'est que sous certaines conditions, donc il faut qu'il y ait 190 d'opinion avec la nation et un certain temps qui soit passé, c'est 10 ans pour les vassaux, 50 ans pour les unions personnelles, vous pouvez commencer à intégrer la nation. Donc intégrer la nation va vous coûter des points diplomatiques tous les mois en fonction de la valeur de développement du pays. Et une fois que c'est terminé, vous prendrez entièrement contrôle du pays. Donc par exemple là si j'arrivais à faire intégrer Naples, au bout de je ne sais pas 5-10 ans, Naples serait entièrement à moi, ses provinces seraient à moi, son armée serait à moi, sa flotte serait à moi, tout serait à moi. Et Naples n'existerait plus. Et donc comme dit, il y a la version équivalente pour les vassaux. Là, ça n'existe pas pour les protectorats, donc vous ne pouvez pas intégrer dans votre royaume un protectorat. C'est juste les vassaux et les unions personnelles. Et sur ce, je pense qu'on a fini le tutoriel sur la diplomatie. Je vous retrouve sur d'autres tutoriaux ou sur ma chaîne et je vous souhaite une bonne soirée. Salut!